Bonjour à toutes et à tous. C'est un webinaire un petit peu particulier puisque d'abord il y a 3 personnes et que ce n'est pas moi qui vais animer ce webinaire puisque je vais le confier à une des personnes de ce trio. Alors j'ai appris, et c'était aussi une raison pour laquelle on vous avait convié, c'est que vous êtes en tournée tous les 3 à Paris déjà. C'est pas la première sur Paris, mais j'ai appris même à travers la France. Donc merci d'être là ce soir. Et j'ai aussi appris alors qu'il y a un match de la Coupe du Monde. Donc j'espère qu'il y aura suffisamment de personnes qui vont nous rejoindre. Nous avons Isabelle Copé-Bessis qui va animer ce webinaire à la place des membres habituels du CEMA. Danielle Guénancia, avocate, médiatrice, magistrate et comme tous les 3 spécialistes en matière internationale et plus spécifiquement en médiation familiale internationale notamment, et tu nous en parleras en cas de ce qu'on appelle les hauts conflits et en matière d'enlèvement au niveau international. Et puis Gaëtan Escudé qui est spécialiste en matière internationale, avocat, médiateur. Donc on a 3 médiateurs avec aussi 3 avocats, mais une magistrate et quelqu'un qui va nous parler aussi de son expérience. Donc n'hésitez pas à nous indiquer d'où vous nous regardez et je vous souhaite un très très bon webinaire. Je reviendrai simplement vers la fin pour vous annoncer le prochain webinaire qui aura lieu en janvier. Merci Catherine. Merci. Ravie d'être là autour de cette table avec mes amis Gaëtan et Daniel pour animer ce webinaire ce soir. C'est une tâche difficile puisque effectivement c'est la talentueuse Catherine Emmanuel qui fait ça habituellement et qui m'a très aimablement demandé d'animer ce webinaire et j'en suis ravie. Merci d'être là pour cette formation sur la médiation familiale internationale que j'ai donc le plaisir de présenter, d'animer avec Danielle Guénacia et Gaëtan Escudé. En quelques mots, si je dois ajouter un peu de la présentation de Danielle Guénancia, elle était magistrat pendant 20 ans, notamment juge aux affaires familiales, mais surtout, elle a développé la médiation familiale à Paris et elle a été appelée à la chancellerie pour mettre en place une cellule du ministère en 2002 à l'international pour aider au règlement amiable des conflits parentaux transfrontaliers. Et c'est vraiment Danielle qui a été la pionnière dans cette matière et qui va nous faire part de son expérience, de ses retours de pratique, puisqu'elle a eu à connaître plus de 200 situations de conflits familiaux internationaux où un parent demandait une médiation. C'était soit des situations d'enlèvement d'enfants, soit un refus par un des parents situés à l'étranger de laisser l'autre parent accéder à l'enfant. Donc là encore une expérience qui sera tout à fait formidable de partager, précisant que elle a commis un ouvrage qui est passionnant et qui sert de référence à beaucoup d'entre nous, la médiation familiale internationale, avec un titre formidable que je voulais vous partager, qui est la diplomatie du cœur dans les enlèvements d'enfants. Et ce mot de diplomatie du cœur résume tout à fait le cœur même de la médiation familiale internationale. Également Gaëtan Escudé, un éminent juriste. Gaëtan est avocat au barreau de Paris, il est docteur en droit, il est médiateur et il est spécialiste en droit international privé et il fera un focus particulier sur le cadre juridique de cette médiation et je reviendrai sur les 3 parties. Donc la médiation internationale familiale, pourquoi ce sont bien sûr les conflits familiaux internationaux face à la mondialisation de la société, des échanges. La mobilité des personnes s'est considérablement développée à l'échelle mondiale. De plus en plus de couples habitent dans différents pays. Durant leur union, ils ont à traverser les pays et parfois ont plusieurs nationalités. Des couples bi- ou plurinationalités avec des résidences successives dans différents pays. Ils naissent, ils vivent, ils meurent. En cas de crise, en cas de différend, les couples, les familles, les enfants sont confrontés à différentes problématiques. Ce qui était au début source de richesse, la différence de culture, la différence de religion, la différence de langue, va devenir en réalité opposition et antagonisme. Et que se passe-t-il à ce moment-là sur le plan juridique quand chacun a des droits et en tout cas des revendications à faire valoir? Dans ces crises, le recours au juge ne va pas permettre de tout régler.
car les décisions qui seront prises dans un pays ne seront pas reconnues dans un autre pays. Et réciproquement, on a évidemment la course à la première juridiction saisie. Les amis avocats ne manqueront pas de savoir de quoi on parle. Mais c'est quoi la course à la première juridiction saisie? Ensuite, on fait quoi? Il y a le temps judiciaire. Ce temps judiciaire, il est terriblement long. C'est celui qui abîme tout. Il n'est pas rare que chaque partie saisisse un juge dans son pays. Et là, on se retrouve avec des décisions qui sont contradictoires. En fait, dans ces litiges internationaux, les parties ne sont pas simplement dans une guerre du droit, mais elles sont bien dans une guerre des droits. Rien n'empêche l'existence de procédures judiciaires qui vont avancer dans chaque pays, encore une fois. Le prononcé de décisions chacun dans un pays différent. On remarque un certain nationalisme judiciaire, chaque juridiction saisie se considérant comme compétente. Les limites à la résolution judiciaire vont très très vite apparaître, que ce soit des limites temporelles, les délais d'audience très longs, excessifs en France. On sait qu'on a aussi nos délais augmentés de 2 mois quand le défendeur est à l'étranger. Il y a aussi les limites financières parce que ces procédures coûtent extrêmement cher. Il y a enfin les limites humaines puisque tout ça c'est une énergie et des psychologies et des personnes qui sont vraiment mises à mal pendant de longues périodes avec des nuits très difficiles et une incertitude et des aléas très difficiles. C'est pour ça que, évidemment, que le recours au juge n'est pas suffisant, qu'il faut penser une alternative pour dépasser les obstacles liés et causés par la dualité des systèmes juridiques en cause. Pour l'avocat consulté en pareil cas, il est évident qu'une réflexion s'impose sur les moyens à mettre en œuvre et les moyens les plus adaptés à la situation. Parmi les modes alternatifs, la médiation familiale internationale semble la plus à même d'apporter une solution adaptée. Alors, soyons clairs, la médiation n'est pas toujours possible ni adaptée. Elle suppose le consentement des parties, mais ça constitue quand même un complément précieux à toute procédure judiciaire et s'avère même souvent très nécessaire pour parvenir à une solution qui soit viable pour l'ensemble de la famille et le maintien du lien entre l'enfant et chacun de ses parents. Dans cet exposé d'aujourd'hui, on verra l'importance du cadre de référence pour chacun en médiation internationale, combien le cadre de référence de chacun a un relief encore plus fort, d'où l'importance, et nous y reviendrons, d'avoir un médiateur peut-être dans chaque pays. En tout cas, on verra dans cet exposé encore une fois toutes les particularités de la médiation au niveau international, dont le rôle de l'avocat, et on y reviendra sur le rôle de l'avocat qui est prescripteur de la médiation, qui est accompagnateur, qui est présent tout au long de la médiation à sa façon, il éclaire, il conseille, il est un interlocuteur. Je vais donc maintenant laisser la place à Daniel Ganancia qui va partir sur les conflits familiaux internationaux, sur pourquoi recourir à une médiation familiale internationale dans le détail, avant ensuite dans une deuxième partie de laisser la place à Gaëtan pour l'encadrement juridique de la médiation familiale, puis une troisième partie qui sera le déroulé de la médiation familiale internationale, avant bien sûr de conclure sur l'avenir, mais déjà le présent et la nécessité absolue de développer cet outil dans nos pratiques au quotidien. Daniel. Merci Isabelle, tu as vraiment très très bien circonscrit le sujet, vraiment formidable. Et d'ailleurs ça m'évitera de dire beaucoup de choses. Mais voilà, en tout cas ce que je voudrais vous dire d'abord, c'est que je suis vraiment ravie de partager avec vous cette expérience passionnante de la médiation familiale internationale que j'ai vécue à la chancellerie, puisque alors que j'étais magistrat, juge aux affaires familiales, et connue à l'époque pour être spécialiste et promotrice de la médiation familiale dans le judiciaire. Donc j'ai été appelée à la chancellerie pour animer une cellule qui venait de se créer de médiation familiale internationale, justement pour essayer de résoudre de façon plus humaine, on va dire, les conflits des parents transfrontières, qui sont des conflits extrêmement violents, où les parents s'arrachent les enfants par-delà les océans. Et ce sont des conflits juridiquement inextricables. Alors moi, ma tâche vraiment passionnante, ça a été d'adapter le processus de médiation familiale interne
que je connaissais bien déjà en tant que magistrat, parce que j'avais déjà un premier diplôme de médiation, j'ai essayé de l'adapter à ce terrain international spécifique. Et justement, j'ai dû inventer. Parce qu'à l'époque, la médiation familiale internationale n'était pas du tout connue. C'était une nouveauté. Et d'ailleurs, ça ne s'appelait même pas comme ça la mission, ça s'appelait une mission d'aide à la médiation. C'était même pas, ils ne concevaient même pas qu'il pouvait y avoir des médiations internationales. Et moi, j'ai voulu vraiment mettre en place des vrais processus de médiation et inventer des méthodes pour adapter ces médiations au terrain international qui est très spécifique. Et d'ailleurs, je dois dire qu'après ces 200 situations connues et 60 médiations vraiment acceptées, parce qu'il faut savoir que les parents n'acceptent la médiation que lorsqu'ils sont en situation de faiblesse, et que dans un quart des cas seulement, de ces 200 cas que j'ai traités de conflits, dans un quart des cas seulement, j'ai réussi à mettre en place des vrais processus de médiation acceptés par les deux. Et je dois dire que sur ce cas, on a abouti à des dénouements inespérés, vraiment inespérés en matière de résultats de pacification des conflits. Et j'avoue que c'était extrêmement gratifiant. Donc, tu m'as demandé, Isabelle, pourquoi recourir à une médiation familiale internationale? Parce que cette médiation cette solution est incontournable dans ces conflits d'une violence extrême. C'est plus que des hauts conflits qui seraient nommés actuellement, et d'une violence extrême entre les parents, et juridiquement inextricable, comme tu as commencé à très bien le dire, Isabelle. Je développerai peut-être un peu, mais tu as dit vraiment l'essentiel. On y reviendra. Et la paix, donc, c'est le seul moyen dans ces conflits de permettre à l'enfant de garder ses parents, séparés par les océans, de garder ses deux parents présents dans sa vie, comme le demande la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, qui dit bien que c'est le droit de l'enfant de parents séparés, de l'un de ses parents vivant dans deux états différents, d'entretenir des relations régulières personnelles avec les deux. Alors, là, on va aborder la spécificité des conflits familiaux internationaux, parce que je les ai énumérés, enfin, j'ai pu les théoriser avec cette riche expérience, j'ai pu les théoriser en 7 points que j'ai appelés des mots-clés. Pourquoi? Parce que les éthiques particulières du conflit d'origine d'un couple sont démultipliées par 100 dans le contexte international, au point de devenir des mots MAUX. Ce sont des vrais mots que j'ai appelés les mots-clés des spécificités des conflits familiaux internationaux. Ce sont vraiment des fléaux, des mots, mais heureusement, dans une deuxième partie, j'expliquerai qu'à ces mots-clés, il existe des remèdes que sont les mots-clés MOTS des conflits familiaux, c'est-à-dire les atouts de la médiation familiale et surtout les méthodes spécifiques du médiateur familial pour les résoudre. Alors, la spécificité, si on peut revenir au tableau, elles sont de 7. D'abord, voilà, c'est ça. La distance géographique, qui renforce la violence psychologique d'un enlèvement. On imagine le parent laissé pour compte, qu'on appelle en anglais left behind, qui revient un soir chez lui avec le choc de la chambre vide. Et c'est d'une grande violence, parce qu'il va commencer une recherche désespérée pour retrouver la trace de cet enfant, car l'autre parent se cache la plupart du temps. Et donc cet éloignement, cette distance va aggraver la coupure des liens avec l'enfant et avec le parent étranger qui va être hors portée de la médiation, d'ailleurs. Donc, et qui refuse toute communication. Le deuxième point,
c'est la violence psychologique et les rapports de force. Car ce sont des situations toujours explosives, avec un enjeu majeur qui est le risque de coupure des relations de l'enfant avec un de ses parents à l'autre bout du monde. Donc, entre les parents, la haine violente, le désir de vengeance violent et la perte totale de confiance. Entre des... c'est des rapports de force, voilà. Des rapports de force de fait, parce que entre le parent qui détient l'enfant à l'étranger et celui qui se bat en justice pour le récupérer, et Isabelle a déjà amorcé tous ces combats judiciaires, donc les rapports de force de fait et les rapports de droit de celui qui détient une arme clé, qui est la Convention de La Haye, qui prévoit le retour immédiat de l'enfant dans son pays de résidence habituelle. Et je vais expliquer tout à l'heure ce que c'est, cette convention, mais ni le parent rapteur, ni le parent dit victime ne sont dans l'état psychologique de vouloir sortir du conflit. S'il n'y avait pas la main tendue de la médiatrice. Alors, la troisième spécificité, c'est la dualité des systèmes judiciaires des deux États. Et Isabelle a vraiment bien commencé à l'aborder, avec des décisions contradictoires qui sont rendues. Chaque pays, chacun saisit la justice de son pays. Il y a des décisions contradictoires qui sont rendues dans les deux pays, souvent inapplicables dans l'autre, et il se déroule des véritables thrillers judiciaires. Premier jugement qui maintient l'enfant chez les parents qui l'a enlevé, un deuxième jugement en appel qui ordonne le retour de l'enfant, l'enfant est ballotté entre les deux pays, il y a un sentiment d'insécurité juridique majeur chez ses parents qui se ruinent dans des procédures sur des sols étrangers. Donc, l'impuissance et les limites des solutions judiciaires, elles résident dans quoi? Dans deux situations possibles. Il n'y en a pas plus, il y en a deux. Soit il y a absence de convention internationale. C'est les 2/3 des pays du monde. C'est où il n'y a pas de convention, et de la convention de La Haye, et le parent qui détient l'enfant est dans une toute-puissance absolue. Rien ne peut le contraindre à ramener l'enfant. Et là, on comprend que la médiation est l'unique solution. Et l'autre situation, c'est s'il y a application de la Convention internationale qui régit ces cas d'enlèvement, c'est la Convention de La Haye, qui est indispensable, évidemment, pour contrer les déplacements illicites, mais dont le seul objectif, encore une fois, qui est légitime, c'est le retour immédiat pour contrer cette violence, mais en même temps, la Convention de La Haye a un caractère couperet. Elle s'applique presque automatiquement, sauf quand le parent qui a enlevé l'enfant oppose un article magique, qui est l'article 13b de la Convention, qui dit que l'enfant peut ne pas être envoyé dans son pays de résidence habituel s'il y a un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique. Bon, il faut dire que la Convention de La Haye, qui est tellement restrictive, retient très peu cette exception. Et dans la plupart du cas, il y a un retour immédiat de l'enfant, couperet comme je le dis, mais il va y avoir un problème parce que la Convention de La Haye n'a pour but que de renvoyer l'enfant. Et elle ne peut pas préserver le lien de l'enfant à ses deux parents parce qu'elle ne prévoit pas malheureusement, pendant la durée de ces procédures, l'organisation des relations de l'enfant avec le parent le parent qui est resté dans le pays de résidence habituel, et du coup, on va aboutir avec le retour immédiat, au même résultat qu'on voulait éviter, c'est-à-dire un parent gagnant qui récupère l'enfant, et le parent perdant qui perd ses liens avec lui,
en tout cas pendant toute la durée des procédures, et elles peuvent être, malgré le délai très court, elles peuvent être très longues. On verra les exemples. Donc, parent gagnant qui récupère l'enfant et parent perdant qui est coupé de l'enfant pendant toute la durée des procédures. D'ailleurs, je voudrais vous citer un cas très emblématique qui, à un moment, a fait la une des journaux télévisés. Qui l'affaire de la petite, je ne sais pas si vous l'avez suivi ou si vous vous en rappelez, très médiatisée, l'affaire de la petite Charlotte. C'est un cas franco-américain où une mère française qui vit avec le père américain à New York, le couple explose et la mère repart avec l'enfant sous le bras, la petite Charlotte qui a 2 ans. Elle se cache pendant 1 an et le père arrive à la retrouver et il fait l'action Convention de La Haye. Et elle, bien sûr, elle oppose l'article 13b, refus de retour, risque grave, etc. Dans un premier temps, le juge lui donne raison. Ok, peut-être qu'il y a eu des maltraitances, voilà. Et donc, elle refuse le retour de l'enfant et l'enfant reste avec la mère pendant pratiquement 2 ans. Et pendant ces 2 ans, il y a une procédure en cour d'appel. La cour d'appel ordonne le retour immédiat de l'enfant aux États-Unis. Le procureur de la République tente une exécution forcée qui va se dérouler très maladroitement à l'école maternelle. Et évidemment, il va se heurter à tout le village va se liguer contre les forces de police pour protéger la mère. Le procureur se retire, le juge des enfants est saisi, il temporise en ordonnant des mesures, mais la cour d'appel infirme la décision du juge des enfants et elle ordonne l'exécution immédiate de l'enfant, de la petite Charlotte, qui est mise dans un avion du jour au lendemain sans que la mère ait pu lui dire au revoir, parce que ça s'est passé encore ailleurs qu'au domicile. Et elle retrouve un père, elle est renvoyée comme un paquet, à un père qui ne la connaît plus, dont elle ne parle plus la langue de son père, elle ne le connaît plus, elle l'a pas vu depuis 3 ans. Et voilà. Et la mère, il lui reste qu'une solution, que prévoient les textes, c'est d'aller plaider à New York sur le fond même de l'intérêt de l'enfant à rester avec la mère, c'est-à-dire que le juge de New York lui donne à elle en France la résidence habituelle de l'enfant, mais là, la mère est gravement pénalisée devant les juridictions américaines pour son acte, puisqu'elle a enlevé, elle est sous le coup d'un mandat d'arrêt, et donc la malheureuse mère, si je puis dire, va n'obtenir qu'un droit de visite dans un espace rencontre, quelques heures par mois. Et on imagine qu'avec le temps, l'enfant ne parle plus la langue de la mère et les liens avec sa mère vont être coupés, comme ils l'ont été dans un premier temps avec le père. Au total, il y aura eu 14 jugements rendus dans cette affaire. Donc, voilà pour les impasses juridiques, dont vous avez vraiment un scénario très classique. Et je dirais même que dans l'espace européen, les jugements qui autorisent un parent à déménager, les jugements rendus en France ou dans l'espace européen, qui autorisent un parent à déménager, se heurtent très souvent au refus du parent de respecter la décision qui a été rendue dans un pays d'Europe et qui doit être exécutée à l'étranger. Mais à l'étranger, c'est souvent très difficile d'obtenir l'exécution des décisions parce que le parent se réfugie derrière les autorités locales qui la protègent. Et puis, c'est très difficile d'exécuter un jugement à l'étranger. On ne peut pas se déplacer 153 pour l'exécuter. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, Isabelle l'avait déjà dit, impasse judiciaire. Solution inextricable. Et là, on voit que l'enfant... Est-ce que... Ah, j'ai pas le slide. Voilà, un enfant écartelé. Les conséquences sont absolument dramatiques pour l'enfant qui est déraciné, qui est amputé d'un parent, de sa famille, de l'école, de ses amis, qui est totalement insécurisé.
Et surtout, et c'est ça la particularité, il est toujours élevé par le parent qui l'héberge, qui l'a enlevé en général, dans la haine ou la négation de l'autre parent, qui est resté à des milliers de kilomètres. La plupart du temps, le discours du parent qui l'a enlevé, c'est « ton père t'a abandonné » ou alors « ta mère est morte ». J'ai vu de mes yeux, enfin dans les procédures où les médiations ont été refusées, j'ai vu ces situations, je les ai lues dans les jugements. Enfin pas dans les jugements, mais après je les ai écoutées de la part des parents qui ont fait une médiation. Et donc, il y a un phénomène étonnant, aussi étonnant, c'est que le retournement des enfants à la faveur des situations. Par exemple, si à l'occasion d'une nouvelle décision de justice, c'est l'autre parent qui obtient la résidence de l'enfant, l'enfant va changer immédiatement de camp et il va lui vouer allégeance en rejetant le parent précédent. Parce que il y a, je l'ai dit, une forme d'aliénation parentale où le discours, l'enfant colle totalement au discours parent qui l'héberge parce qu'il ne peut pas scier la branche sur laquelle il est assis. Voilà un peu la situation de l'enfant écartelé entre ses parents. Et puis, il y a la dualité des systèmes juridiques, je viens d'en parler, donc on va passer très vite. Le vide du droit quand il n'y a pas de solution, quand on est dans les enlèvements sans convention internationale, et le trop-plein de droits quand on est dans une convention trop drastique qui est la convention de La Haye. Donc, se passe la dualité, le fossé des cultures, parce que, comme disait Isabelle, la différence des cultures, c'est une richesse, mais avec la rupture, elle devient un fossé supplémentaire d'incommunication. Il y a un parent qui utilise contre l'autre des arguments nationalistes ou même religieux, on va le voir dans un exemple que je vais vous raconter tout à l'heure, et donc ça va s'ajouter la divergence des systèmes culturels des États, avec des conceptions très divergentes de l'intérêt de l'enfant. Par exemple, il y a des pays où le rôle de la mère est prédominant et des pères qui se voient exclus, je pense aux pays de l'Est notamment, où les mères sont vraiment toutes puissantes et les pères exclus, ils vont être exclus dans les décisions parce que, voilà, c'est la mère qui compte. Et au contraire, dans les autres pays plutôt orientaux, et surtout les pays islamiques, c'est le père qui a seul l'autorité parentale. Donc il va y avoir vraiment le fossé des cultures qu'on va voir au moment où on fait la médiation. Il y a aussi les pressions extérieures, il y a la famille qui dresse son rejeton contre l'autre parent. Je te l'avais bien dit, il ne fallait pas épouser une étrangère. Il y a les avocats qui poussent à la guerre, mais heureusement, ce n'est pas ceux-là que j'ai à côté de moi, qui sont médiateurs, mais qui sont des avocats, justement, qui adorent la médiation. Et il y a les médias qui augmentent la pression, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et les associations de parents victimes qui vont radicaliser les positions. Donc, il va y avoir le temps, la durée, le long temps des procédures qui va distendre les liens familiaux et aggraver les ressentiments, ou au contraire, dans la Convention de La Haye, un temps très compressé pour les procédures qui doivent se tenir dans des délais très stricts de 6 semaines et ces délais très stricts imposés ne vont pas favoriser la prescription de la médiation par les juges. Donc en conclusion, on voit que la justice est impuissante à régler ces situations de façon apaisée dans ces conflits où le droit ne peut pas tout résoudre et la coupure des liens entre l'enfant et l'un de ses parents se profile dans toutes les procédures. Alors, c'est là qu'on arrive. Et c'est là que Daniel, tu vas maintenant nous parler avec toute ta foi. Et c'est très important qu'on puisse partager ça et le redire ensemble, des atouts de la médiation familiale internationale, sachant que nous avons un certain nombre d'amis. Non, c'est pas ça. Non, qui ne sont pas tous avocats, qui ne sont pas tous juristes, et que c'est particulièrement intéressant pour nous de partager tout ça et de voir ces atouts et comment ils peuvent s'articuler et comment ils peuvent nous rendre tous quelque part prescripteurs de la médiation familiale internationale dans différentes sortes de conflits internationaux. Alors,
les atouts, c'est d'abord le processus de médiation, évidemment. C'est un chemin de dialogue qui permet aux parents, entre lesquels il s'est érigé ces murs de haine, de parvenir à une entente entre eux au double sens du mot. Écoute et accord construit entre eux. Et comment on va abattre ces murs de la haine? D'abord, le médiateur, enfin moi c'était mon processus évidemment, c'était de permettre à ces couples de s'expliquer sur l'histoire passée et les ressentiments qui avaient conduit à l'enlèvement. Il fallait désamorcer les peurs, il fallait désamorcer les rancœurs et faire émerger une meilleure compréhension mutuelle sur les vécus et les besoins de l'autre. Car il faut bien comprendre dans ces situations, même s'il y a un parent dit rapteur, et c'est un parent dit victime, qui a rarement un parent totalement coupable et l'autre totalement innocent. Parce que, bien sûr, l'enlèvement est une violence, mais la plupart des cas, c'est une réponse à une autre forme de violence amorcée par l'autre parent, soi-disant victime. C'est le constat de toutes les situations que j'ai observées. Par exemple, et pour faire des schémas un peu brefs, mais quand même sociologiquement assez vrais, l'enlèvement par les pères, qui est plutôt un enlèvement vers les pays du Sud, c'est souvent une réaction au sentiment de rejet et d'humiliation qu'il ressent de la part d'une épouse qui l'a quitté. Souvent, en l'excluant de la vie de l'enfant, et je vous donnerai des cas que je vous raconterai. Et l'enlèvement par les mères, plutôt dans les pays occidentaux, c'est une réaction à une forme de maltraitance physique ou psychologique qu'elles ont subie de la part du conjoint. Ce qu'il faut dire, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas eu de communication dans le couple. Et la violence, ça devient une forme d'expression. Et en médiation, le dialogue, ça va être le rempart contre la violence. À la faveur de cette compréhension des rôles de chacun dans ce qui a abouti à l'enlèvement de l'enfant, il va y avoir une compréhension mutuelle, une baisse des rancœurs. Ils vont pouvoir s'ouvrir à des solutions qui vont prendre en compte enfin les besoins de l'enfant sur lesquels ils vont se refocaliser et construire des accords mutuellement acceptables pour permettre à l'enfant de garder concrètement ses deux parents dans sa vie malgré les frontières. Et là, je vais vous raconter un cas qui est très emblématique du processus. C'est le cas d'une franco-américaine, l'histoire d'un petit garçon, Enzo, qui a 3 ans. La mère française est mariée avec Chris, américain, parce que j'ai voulu faire un pendant avec les mots atroces de tout à l'heure, les mots MAUX. Et donc, après une violente dispute conjugale, Nadège, elle s'appelle Nadège, elle porte plainte à la police pour violence et elle s'enfuit des États-Unis et revient à Paris avec Enzo sous son bras. Évidemment, action en retour de Chris devant le tribunal de la résidence où a été déplacé l'enfant, c'est-à-dire Paris. Et c'est elle, Nadège, qui va demander la médiation parce qu'elle a peur du couperet de la Convention de La Haye. Au début, le père est très réticent parce qu'il est en situation de force. Mais au bout d'un long entretien au téléphone, je le persuade d'accepter la médiation et elle est réalisée à l'occasion de la venue de Chris à Paris pour le procès Convention de La Haye et je les reçois 15 jours avant le procès. Ensemble. Dans un premier temps, il arrive fermé et bloqué dans la colère et le ressentiment. Chris de la violence de l'enlèvement. Nadège de la relation de maltraitance qu'elle a subie et où elle va parler de maltraitance. Elle s'apprête à parler de maltraitance au procès. Je l'ai fait s'expliquer sur leur conflit de couple. Il y a des vécus très différents. On a l'habitude, en tant que médiateur, au fil d'une première très longue séance, au final, Nadège reconnaît que là, il n'y a pas eu de vraie violence. Elle a été légère. Et de son côté, Chris
arrive à reconnaître qu'il se murait et qu'il refusait toute communication avec sa femme. Donc tous deux arrivent à admettre que le couple ne marchait plus. Ça, c'est très important. Et là, Nadège peut vraiment exprimer sa souffrance dans les larmes et on voit l'émotion que à laquelle assiste l'autre. Elle raconte sa souffrance que la mère de Chris, de son mari, était très hostile et exerçait une intrusion insupportable dans leur couple avec une emprise sur son fils, sur Chris. Et elle raconte, je me sentais complètement piégée à New York, sans famille, dans un climat hostile. J'avais tout laissé en France, mon travail, ma famille, pour te suivre, elle lui dit. Et j'étais sans avenir. Et là, ça touche beaucoup Chris, qui d'abord admet que sa mère a pollué la relation de couple. Et il comprend Nadège. Il lui dit, je comprends maintenant qu'il était important pour toi de repartir en France pour retrouver du travail. Et ces excuses mutuelles qui se sont formulées, ça crée une atmosphère d'apaisement des rancœurs. Chacun s'est senti écouté et reconnu dans ses peurs, ses souffrances qui ont conduit à la vengeance. Et là, il s'opère une transformation de la relation, une ouverture à l'autre. Et là, ils vont pouvoir se refocaliser sur les besoins de Enzo. Et tous deux, ils reconnaissent spontanément, parce qu'ils sont très attachés tous les deux à leur enfant, que Enzo a besoin de ses deux parents. Et ils s'entendent rapidement pour partager à peu près équitablement le temps de l'enfant entre les deux. Comment ? Très simple, Nadège, enfin ils se comprennent mutuellement, Nadège n'a que 5 semaines, elle a retrouvé un travail, elle n'a que 5 semaines de vacances par an. Lui, il est guide touristique indépendant, il a le temps qu'il veut. Et donc il décide que la meilleure solution serait que Enzo reste avec sa mère en France et que le père le reçoive aux États-Unis pendant la plupart des vacances scolaires, outre la possibilité de venir le voir en France puisqu'il est très libre. Première séance, magique, très favorable. Et sur mes conseils, Nadège autorise Chris à venir chez elle, à son domicile, pour voir comment est logé son fils et passer une journée entière avec lui. Et ils reviennent le surlendemain, mais là, coup de théâtre. Chris dit qu'il a changé d'avis. Il n'a pas de confiance en Nadège. Et ça, c'est la réaction classique de quelqu'un qui a déjà subi un enlèvement. Et confiance, c'est le mot-clé dans les conflits internationaux où plane sans cesse cette crainte. Alors je leur parle avec mon expérience vécue des risques qu'ils encourent en poursuivant une guerre dans la procédure Convention de La Haye, qui va les dresser l'un contre l'autre comme des ennemis, puisque Nadège va être obligée de l'accuser de tous les maux, et ils vont être dressés l'un contre l'autre, et là l'enfant va risquer de perdre ses contacts avec le parent perdant. Ils sont tous les deux d'accord pour éviter ce scénario catastrophe dont on les a déjà prévenus. Mais comment rassurer le père qui a toujours pas de confiance sur les intentions de Nadège de ne pas priver son fils de ses relations avec son père et de ne pas le renvoyer en vacances à New York. Alors je vais risquer une idée un peu audacieuse en forme de test. Est-ce que Nadège accepterait de s'engager par écrit dans la Convention, au cas où le droit de visite de Chris ne serait pas respecté, d'accepter que le juge transfère automatiquement, ou presque automatiquement, la résidence chez le père? Nadège accepte instantanément, sans hésiter. Et alors là, Chris s'illumine. Il voit que Nadège n'a pas l'intention de se dérober. Et il accepte alors que la résidence chez la mère, comme il l'avait prévu avec son large droit de visite et d'hébergement. Alors j'avoue que c'est un test un peu limite juridiquement, mais efficace psychologiquement, et c'est ça l'essentiel, puisque la confiance a été retrouvée par Chris. Donc je leur demande bien sûr de faire valider chacun auprès de leurs avocats cette piste.
les avocats seront chargés de rédiger le protocole qui sera homologué dans les 2 pays. Et la 3e séance le lendemain, du coup, se passe à écrire tous ensemble tous les détails de l'accord, le calendrier du droit de visite et d'hébergement, les contacts, l'autorité parentale conjointe dans toute son expression du terme, contact régulier du père-enfant en visio, et puis on fixe aussi la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ce qui ne se voit jamais, évidemment, dans une procédure convention de la haie qui ne peut rien dire que retour ou pas retour. Donc, on voit comme ça, ainsi, qu'un enfant, même éloigné de plusieurs kilomètres, peut garder des liens constants avec le parent chez qui il n'habite pas, et que le parent peut retrouver une véritable coparentalité où chacun va respecter l'image et la place de l'autre auprès de l'enfant. Donc voilà, ils partent ravis en me disant « Vous avez sauvé Enzo ». Alors là, pour la médiatrice que j'étais, vous n'imaginez pas la gratification que ça peut représenter, surtout lorsque je sais que l'accord est pérenne. D'abord, il a été homologué, et que l'accord est pérenne, puisque 1 an après, ils reviennent vers moi pour me dire que tout se passe très bien, mais qu'ils souhaitent juste réévaluer un peu la contribution et qu'ils souhaitent que ce soit moi qui le fasse. L'accord a été réalisé en 1 heure de séance. Voilà. Donc, les atouts de ces médiations, c'est quoi? Un accord global, sur mesure, sur tous les aspects du conflit, sur les rapports parentaux, sur la résidence et le droit de visite et d'hébergement, sur les aspects financiers qui peuvent polluer la relation, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et aussi, miracle, dans plusieurs médiations, les gens sont arrivés à un consentement mutuel, un divorce par consentement mutuel, et même versement d'une prestation compensatoire, ce que j'ai fait dans une cas de médiation France-Koweït. Voilà, donc ça, accord global, solution rapide, pacifiée et pérenne, économie considérable de temps, de souffrance psychologique de l'enfant et des parents, d'argent engouffré dans les procédures, et enfin un enfant sécurisé et réunifié qui peut garder ses parents présents dans sa vie et circuler librement entre ces 2 pays sans danger en conservant la richesse de ces 2 cultures. Et enfin, et ça c'est l'essentiel dans les médiations internationales, la sécurité juridique des accords. Car l'accord de médiation, c'est la méthode que j'ai mise au point à la mission, sera reconnu et homologué dans chaque pays et exécutoire dans les 2 pays. C'est la construction d'un droit commun où les parents retrouvent une sécurité qu'ils avaient perdue dans les multiples décisions judiciaires, car avec cet accord accepté et homologué dans les 2 pays, il n'y a plus de risque d'enlèvement à l'occasion d'un droit de visite exercé par un parent dans l'autre pays. Et c'est une sécurité supérieure à la justice, et là j'ai la fierté de vous lire quelques mots du président de la Cour de cassation de l'époque, qui était Guy Canivet, à qui j'avais envoyé mon ouvrage sur la médiation internationale, et qui m'écrit, qui me répond, et on voit qu'il a bien lu. Je ne peux que souscrire à la définition que vous donnez de la médiation familiale internationale, culture de la relation et du dialogue, recherche d'une entente synonyme à la fois de compréhension mutuelle, et c'est là où c'est important, et d'un accord susceptible d'apporter plus de sécurité que la seule justice. Quand le président de la Cour de cassation vous écrit ça, je crois qu'il faut le croire. Donc, il y a eu un but pour voilà. Nos amis amateurs de football, il y a un but. Voilà, je ne veux pas que vous passiez à côté de choses aussi très très gaies qui sont en train d'arriver. Voilà, c'est tout pour Merci cette Daniel. Moi je suis particulièrement touchée par l'histoire que tu viens de raconter, et il m'arrive de faire des médiations internationales et j'ai pu voir à mon niveau combien il était difficile de réussir à avoir ce moment de vérité avec les 2 parties, puisque j'avais évidemment la présence des avocats qui étaient très présents, qui faisaient très bien leur travail, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, dans les cas que j'ai eu à connaître, on a eu les plus grandes difficultés à poser la médiation, le contexte, ce moment du récit, ce moment de l'histoire, tout ça pour vous dire combien
il est difficile de transposer totalement nos pratiques de médiateurs à la matière internationale, parce que le contexte, parce que la violence, réelle ou supposée, parce que les distances, parce que la peur et le contexte fait que, finalement, avant de pouvoir avoir ce moment avec les deux parties, il va peut-être se passer du temps, il n'est même pas sûr qu'on l'ait, et on est déjà sur des positions uniquement antagonistes sur lesquelles on va devoir composer. Et là-dessus, je vais laisser la parole à Gaëtan, qui va nous parler de l'encadrement juridique de la médiation familiale internationale. Alors, encore une fois, tout à fait conscient que nous n'avons pas que des juristes, et peut-être qu'il n'y a pas de juristes ce soir. En attendant, l'idée est de vous donner l'indication du minimum des règles juridiques qu'il faut connaître avant de pouvoir rentrer dans un processus ou créer un processus de médiation, avec l'idée bien sûr que vous aurez accès aux textes et aux avocats de part et d'autre, mais qu'il est évident qu'en tant que médiateur qui va intervenir dans une médiation internationale, il faut connaître ces règles que Gaëtan va nous expliquer avec sa pédagogie. Merci Isabelle, merci pour cette présentation. Merci Daniel pour ton intervention toujours aussi intéressante de ces riches exemples de médiation familiale que tu as et que tu nous donnes à chaque fois. Merci Catherine et Hélène pour l'organisation de ce webinaire. Donc en effet, comme Isabelle l'a dit, on intervient en tant qu'avocat parfois, en tant que médiateur d'autres fois, et quand on intervient en tant que médiateur, on n'est pas censé disposer de connaissances juridiques et on se repose sur les avocats qui, eux, assurent juridiquement la sécurité juridique à laquelle leur client est en droit d'attendre. Et pour autant, dans les médiations familiales internationales, il se peut qu'il y ait des cas où les parties ne soient pas forcément représentées parce que la représentation de l'avocat n'est pas obligatoire, par exemple dans des saisines urgentes en fixation des modalités de l'autorité parentale. Et dans ces cas-là, le médiateur devra disposer quand même de certaines connaissances juridiques pour comprendre le contexte juridique dans lequel cette médiation s'inscrit, et puis pour pouvoir conseiller un minimum les parties, soit de recourir à un avocat, soit de les alerter sur des points de vigilance. Et c'est vraiment sur ces points-là que je vais consacrer ma courte intervention. Je sais que vous n'êtes pas tous juristes, donc je vais vous épargner les détails des règles juridiques, mais en tout cas que vous ayez les bases pour que lorsque vous vous engagez dans une médiation familiale internationale en tant que médiateur, et encore plus si vous savez que les parties ne sont pas représentées par un avocat ou pas encore représentées par un avocat, que vous puissiez maîtriser les règles juridiques qui s'appliquent. Donc cette médiation familiale internationale, elle est prévue par différentes conventions internationales et par différents règlements européens. Dans les conventions internationales, Daniel Ganancia vous disait évidemment la convention principale, c'est celle de 1980 sur les enlèvements internationaux d'enfants. Ce n'est pas la seule, la convention de La Haye de 1996 en matière de responsabilité parentale fait également mention de la médiation familiale internationale et elles incitent les juridictions à proposer aux parties de recourir à une médiation familiale internationale dans ces dossiers transfrontaliers parce qu'elles sont conscientes précisément des difficultés que vont engendrer la résolution judiciaire de leur conflit familial. Je ne vais pas y revenir, vous l'avez compris, Daniel vous l'a remarquablement bien expliqué, la voie judiciaire est peu souvent la voie la plus adaptée, elle est très souvent limitée, et donc ces différentes conventions incitent au recours à la médiation. Et au sein de ces conventions internationales, il y a vraiment eu une évolution importante au sein de l'Union européenne, puisque désormais le règlement européen qu'on appelle Bruxelles de Terre, qui régit les questions de compétences et de lois applicables en matière familiale internationale, prévoit un nouvel article qui s'appelle « Mode alternatif de règlement des litiges », donc ce qui est quand même assez novateur dans un règlement européen en matière de droit international de la famille. Donc c'est un vrai article, c'est pas une simple pétition de principe repris dans un considérant, qui impose aux juridictions nationales et
aux autorités centrales de proposer aux parties de recourir à une médiation familiale internationale dans les dossiers qui concernent un enfant et qui impliquent différents pays, et pas simplement dans les dossiers d'enlèvement internationaux, ou plus largement dans tous ces dossiers-là, de recourir à la médiation familiale internationale. Cette médiation, cette forme-là de médiation, les particularités internationales du litige, va faire qu'il y a des règles juridiques qui vont s'appliquer et qui seront différentes que lorsque l'on est dans un contexte exclusivement interne. Au sein de ces règles, il y a deux textes notamment dont je vous recommande évidemment la lecture après évidemment le livre de Daniel Ganancia. Deux textes, c'est le guide des bonnes pratiques de la médiation qui est juste là. Voilà, vous l'avez, le guide pratique de la médiation. C'est le 5e opus de la Convention de La Haye de 1980 en matière d'enlèvements internationaux et qui, sur plus de 100 pages bien annotées et lues par Daniel, J'ai participé comme expert. Qui a participé comme expert à la rédaction de ce manuel. Donc vous voyez à quel point il est riche d'enseignements. Sur plus de 100 pages, vous avez plein de conseils qui vous sont donnés. Donc c'est pas contraignant, c'est pas une convention internationale qui s'impose. Pour autant, ce qu'on appelle de la soft law, des bonnes pratiques, qui vous expliquent comment devenir un très bon médiateur familial international comme Daniel. Et donc qui reprend les règles en matière d'accès à la médiation, de formation spécialisée des médiateurs familiaux internationaux, que vous allez peut-être devenir. Le titre du livre, il s'appelle « Le guide de bonnes pratiques de la médiation familiale internationale » et le titre du livre de Daniel. Le titre du livre, c'est « La médiation familiale internationale », c'est chez Édition RS, Trajet, et vous le trouverez sur Amazon. Précipitez-vous, il n'y en a plus beaucoup. Un autre document que je vous invite à lire, c'est la charte relative au processus de médiation familiale internationale qui a été créée par différents médiateurs et qui essaye de poser les fondements, les 10 règles principales qui s'appliquent en matière de médiation familiale internationale et qui ont été repris par différents organismes de médiation familiale internationale. Je pense notamment au MIC Institute par exemple. Donc je vous rappelle ces règles. Ces règles, elles nous sont vraiment importantes parce qu'il faut toujours garder à l'esprit que lorsque vous faites une médiation familiale internationale, le pays étranger impliqué par la médiation peut connaître évidemment la médiation chez lui, mais avoir une définition juridique et une conception de celle-ci complètement différente. Et donc il ne faut pas se dire « Ah ben ils connaissent la médiation aussi chez eux, donc c'est pareil que chez nous ». Non, pas nécessairement. Et donc il faut bien s'accorder dès le début de l'entrée dans ce processus de médiation familiale internationale sur les règles juridiques applicables et si elles sont différentes entre les deux pays impliqués, bien préciser des règles communes aux deux, des règles matérielles, et donc vous pouvez vous référer à ce moment-là à la fois au guide de bonnes pratiques et à cette charte sur le processus de médiation familiale internationale, dont les principes sont que la médiation doit toujours être volontaire, donc rappeler l'accord des parties, que le recours à la médiation doit être pertinent par rapport aux objectifs recherchés, que les décisions ne peuvent être prises que par les participants eux-mêmes, et le 4e point qui est très intéressant, que chaque participant doit pouvoir avoir accès à un conseil juridique spécialisé et indépendant. Donc ça vous montre à quel point la place de l'avocat dans le processus de médiation familiale internationale est mise en avant pour précisément dispenser le médiateur d'avoir lui-même à sécuriser juridiquement la médiation. Mais lorsque les avocats ne sont pas là, il incombe donc au médiateur de s'assurer que la convention de médiation qu'il propose est bien adaptée au contexte international dans lequel s'inscrit la médiation, que la confidentialité est bien sécurisée entre les deux pays, et que l'accord surtout, et que l'accord auquel les parties vont arriver sera bien reconnu dans les deux pays, puisque s'il n'y a pas d'avocat pour s'en assurer, le médiateur est quand même censé informer les parties des limites de la reconnaissance de leur accord dans le pays étranger. Et ce qu'on veut en recourant à cette médiation, c'est précisément d'avoir un cadre commun à ce couple et donc d'avoir un accord qui sera reconnu dans les deux pays.
Donc, cette sécurisation juridique de la médiation familiale internationale, je vous passe les autres principes. Ils sont, disons, connus de nous parce qu'on exerce en France, mais c'est la confidentialité, l'indépendance, l'impartialité du médiateur, le rappel à l'intérêt supérieur de l'enfant qui existe dans tous les pays mais qui est interprété différemment selon les cultures juridiques. Vraiment la prise en compte des spécificités culturelles de ces conflits qui peut être notamment assurée par le recours aux comédiations dont vous parlera Daniel dans une autre partie. Mais ce que dit Gaëtan est particulièrement important parce que je peux vous dire qu'en tant qu'avocat prescripteur, mais également en tant qu'avocat désigné comme médiateur dans des conflits internationaux, j'ai vu combien il n'était pas évident que l'autre partie soit sur les mêmes règles que les nôtres. Et je pense particulièrement à la confidentialité. Et avoir un premier contact avec celui qui pourrait être votre co-médiateur, parce qu'on a décidé qu'il y aurait un médiateur de chaque pays, et comprendre que celui-ci n'a pas la même notion que nous des règles de la médiation, parce qu'en fait la médiation elle n'est pas complètement acquise comme étant un nouvel outil, donc ça commence à arriver, mais on est d'accord que c'est bien, mais on ne sait pas trop. Et quand vous avez, sans faire la leçon à un père, à rappeler que la confidentialité, que l'impartialité, que tout ça sont des piliers essentiels, c'est extrêmement délicat. Donc encore une fois, importance de s'assurer au moment de poser, de constituer le cadre de la médiation, qu'on parle d'une même langue, en tout cas sur les règles de fonctionnement, et que ce sera les mêmes principes, parce que à l'international, ce n'est pas évident. Merci Isabelle pour cette précision, puisque voilà, c'est vraiment ça l'importance de la médiation familiale internationale, c'est de créer un cadre juridique commun, là où les cadres judiciaires nationaux n'arrivent plus à se compléter, à s'imbriquer, et c'est face à cette dualité de système juridique, comment trouver un cadre juridique commun qui aboutirait à un accord reconnu dans les deux pays. Donc aussi bien à l'entrée de la convention de la médiation, la convention d'entrée en médiation doit anticiper les difficultés liées à l'internationalité, et à la sortie de la médiation, le médiateur doit anticiper la nécessaire reconnaissance de l'accord auquel vont aboutir les parties dans les deux pays. Donc, pour la convention d'entrée en médiation, pensez à insérer des clauses particulières dans vos conventions pour rappeler ces principes-là. Également, s'assurer de la langue de la médiation, du pays dans lequel la médiation va avoir lieu. Et surtout, la confidentialité, évidemment, là c'est peut-être l'avocat qui parle, mais la confidentialité c'est vraiment le cœur du processus, c'est parce qu'il est confidentiel qu'on peut tous dire, et donc en mettant tout à plat on peut arriver à un accord en comprenant pleinement l'autre. Et précisément, cette confidentialité, elle n'est pas connue de la même manière dans les pays. La confidentialité entre les avocats, lorsqu'on est dans un contexte international, elle est encore différente. Donc il faut, soit dans la convention de médiation elle-même, soit dans un document annexe rappelant le principe de confidentialité, que ça ne soit pas simplement le principe qui soit rappelé, mais également les modalités et l'étendue de cette confidentialité. Est-ce que c'est simplement ce qui est dit pendant les séances? Est-ce que c'est ce qui est échangé entre les séances? Est-ce que les points d'accord qui peuvent être trouvés, parfois transposés par écrit pendant les séances, sont confidentiels ou pas? Est-ce que les pièces qui sont... Donc cette confidentialité, il faut vraiment bien la définir pour éviter que, à un moment donné, les deux médiateurs se rendent compte que ils connaissent tous les deux le principe, mais ils n'en ont pas du tout la même conception, et comme le cadre n'était pas clair dès le début, ça peut avoir des conséquences pour les médiés dans l'autre pays. Donc cette confidentialité, vous en assurez, vous assurez ensuite du bon déroulement du processus, et à la fin de la reconnaissance internationale de cet accord, sauf s'il y a des avocats, auquel cas c'est eux qui maîtriseront tout cela. Mais cet accord, il doit absolument être reconnu dans les deux pays, c'est l'objectif de la médiation. Donc vous devez vous assurer que les dispositions impératives de chacun des pays ont bien été respectées, surtout qu'en matière familiale internationale, l'ordre public familial, le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant peut être apprécié par le juge. Donc si votre accord doit être homologué, il faut avoir évidemment anticipé cette condition pour qu'il soit opposable à l'autre partie.
Et dans vos moyens de vous assurer de la reconnaissance internationale de cet accord, il y a évidemment ce dont vous parlez, Daniel, le recours à la double homologation, c'est-à-dire faire homologuer votre accord dans chacun des 2 pays impliqués. Et donc là, vous êtes sûr d'avoir une décision d'homologation d'accord identique, donc ce n'est pas 2 décisions incompatibles et qui soient exécutoires dans chacun des pays. Ou alors, il existe d'autres possibilités. Dans l'Union européenne, c'est beaucoup plus facile. Vous le savez, les actes circulent beaucoup plus facilement qu'avec les autres pays. Donc, si vous avez fait homologuer votre accord par un juge, sa décision d'homologation sera automatiquement reconnue par les juges des autres États membres. Et surtout, lorsque vous avez des avocats qui sont présents pendant le processus de médiation, ce qui, je le rappelle, est considéré comme un principe fondamental, en tout cas que les parties soient éclairées de la possibilité d'y recourir. Lorsque vous avez des avocats, il n'y a même pas besoin de recourir à une requête en homologation, puisque les avocats peuvent, par acte contresigné par les avocats, c'est-à-dire que les avocats des parties vont contresigner l'accord que les parties ont signé, cet acte d'avocat, on va pouvoir demander à ce que la formule exécutoire lui soit apposée par le greffe, et donc ça va beaucoup plus vite que de faire une requête en homologation. Et ce point est récent. Il est tout récent, c'est un et je pense que c'est utile de le rappeler encore une fois à nos amis qui sont un peu moins au fait des règles juridiques. Il y a désormais la possibilité pour les avocats de faire des actes qui seront signés par eux et qui pourront être revêtus de la formule exécutoire sur demande auprès du greffe. Monsieur le professeur, si vous avez des précisions textuelles pour vous permettre de trouver plus facilement, en tout cas, les éléments, mais c'est quoi? C'est la date c'est récent. Oui, c'est tout récent, c'est le décret du 25 février 2022 qui a permis ce recours à l'acte contresigné par avocat. C'est l'article 1568 du Code de procédure civile pour nos confrères qui veulent vérifier ce point-là, mais en tout cas, l'homologation n'est plus la seule option possible dès lors qu'il y a des avocats dans le processus de médiation. Si tous les 2 signent l'acte et demandent au greffe d'apposer la formule exécutoire, vous aurez un accord de médiation qui soit exécutoire en France, qui sera de fait exécutoire dans l'Union européenne, et ensuite, il faudra vérifier qu'il soit bien exécutoire dans les pays tiers de l'Union européenne, et donc là, ça nécessite encore des connaissances juridiques, mais normalement, vous pouvez vous en remettre sur les avocats des parties. En tout cas, de quoi faciliter encore et accentuer le recours à la médiation, parce que la possibilité de rendre les accords exécutoires est encore plus large qu'avant. Complètement. Je vois des questions arriver, si vous voulez bien, on va laisser Gaëtan poursuivre ses propos et on y reviendra avant que Daniel reprenne la parole. On peut directement passer aux questions, alors, Gaëtan, si vous voulez. Je vois qu'il y en a également Gulnar Amengal, merci pour cette question. Quand un enfant séjourne depuis plus d'1 an dans le nouveau pays, que s'il s'est adapté à sa nouvelle vie, école, entourage, qu'en est-il exactement par rapport aux décisions des magistrats, même si chaque situation reste unique? L'exemple de Charlotte est différent visiblement. Qui est Charlotte? Charlotte, pardon. Daniel. Donc, Gaëtan. Alors en effet, le délai de 1 an, c'est vraiment extrêmement important dans les cas dans les cas d'enlèvement internationaux dans lesquels s'applique la Convention de La Haye de 1980, puisque ça fait complètement renverser le principe. En deçà d'1 an, le principe est vraiment le retour immédiat. Une fois que l'enfant est établi dans le pays depuis plus d'1 an, là, le principe, c'est que normalement, il commence à y être assez bien installé, et donc il faut démontrer qu'il doit véritablement retourner et qu'il ne s'est finalement pas bien installé au bout d'1 an dans ce pays. Donc ce délai de 1 an, c'est vraiment le point de bascule. Il n'implique pas qu'à partir d'1 an, ça y est, c'est fini, il n'y a plus aucune chance de gagner. Non, c'est faux, si l'enfant ne s'est pas bien intégré, mais ça rend le rôle de l'avocat beaucoup plus compliqué, parce que en termes de chances de succès, ça reste entre nous, mais on passe de 90% avant 1 an à 10% après 1 an. Donc là, le travail vraiment pour obtenir le retour de l'enfant lorsque ça fait plus d'1 an qu'il s'y est intégré est beaucoup plus complexe. Et c'est vraiment à faire le lien avec la durée des procédures, parce que en fait c'est 1 an quand le magistrat statue
ou est-ce que c'est 1 an quand on saisit la juridiction? Alors si c'est saisi une juridiction, là on peut penser effectivement que c'est tardif, et que si on a laissé autant de temps passer, c'est que peut-être la situation ne déplaisait pas, ou qu'en tout cas il y avait des chances que ça soit durable. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est que les juridictions sont submergées et que le temps qu'elles statuent, le temps à jouer, on sait aussi que les juges, lorsqu'ils ont à statuer, se fondent sur la pratique qui avait été suivie. C'est un critère dans notre législation française, les accords, la pratique suivie depuis la séparation, et puis l'idée d'une sécurité quand même de cadre, et d'avoir à rechanger quand le temps a passé, avec peut-être une année scolaire, à nouveau un environnement de petits camarades et un environnement social. Tout ça va évidemment peser dans l'appréciation des magistrats quant au retour ou au fait que l'enfant puisse rester. Pardon Gaëtan de t'avoir interrompu. Non, je t'en prie, mais sachant qu'en effet, généralement, les avocats jouent sur cette durée-là, puisque c'est 1 an à partir du moment où l'enlèvement a eu lieu, l'enlèvement ou le non-retour a eu lieu. Et du coup, on a un débat sur le jour de ce non-retour. Est-ce que c'est vraiment le jour où il est parti, ou c'est le jour où il a compris qu'il ne reviendrait plus? Et donc, généralement, on arrive à gagner du temps en disant que certes, il est parti depuis plus d'1 an, mais il n'a compris qu'il ne reviendrait plus que plus tardivement, et donc on essaye aussi de jouer sur ça dans les dossiers. Mais j'ai terminé. Merci Gaëtan. Est-ce qu'on va redonner la parole à... Je vois par contre qu'il y a d'autres questions dans le Q&A en plus du chat. Est-ce qu'on garde les questions pour après? On repasse à Daniel pour, sur cette 3e partie, être sur le déroulé de la médiation familiale internationale avec les méthodes spécifiques et les compétences particulières du médiateur, puisqu'on va s'interroger aussi sur comment faire pour intervenir en médiation internationale. Voilà, alors merci Isabelle. Pour trouver des remèdes aux mots MAUX clés dont vous parlez, il y a heureusement les mots MOTS clés de la médiation, c'est-à-dire les outils et les méthodes adaptés à ces spécificités, à cette spécificité qu'on a déjà évoquée. Voilà. Donc, la première, l'éloignement géographique dont on a parlé, évidemment, la méthode ne peut pas être la même en international qu'en médiation nationale, puisqu'il y a une distance et qu'on va être obligé on ne peut pas mettre les gens en présence tout de suite, en tout cas on le fera qu'à la fin de la médiation pratiquement, et ça va imposer à des parents éloignés de plusieurs milliers de kilomètres une médiation navette, qu'on appelle une médiation navette, par téléphone, par WhatsApp, par visioconférence. Et là, le médiateur est un pont de communication entre les deux. Donc, c'est capital. Alors, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, moi, grâce à la médiation internationale. Mais en fait, en tant que médiatrice actuellement, puisque quand j'ai quitté mes fonctions à la mission et que après ma présidence des affaires familiales à Paris, je suis redevenue médiatrice, comme aujourd'hui, je constate à quel point dans mon rôle de médiatrice, les entretiens séparés sont absolument capitaux. Pourquoi? Parce qu'ils favorisent la création d'un très fort lien de confiance avec le médiateur, qui va être déterminant pour l'issue de la médiation et qui est capital surtout dans ce contexte où les parents ne font plus confiance ni en l'autre ni en la justice. Donc le médiateur, ça va être un pivot essentiel qui va leur permettre de communiquer avec l'autre, ça va être un passeur de communication avec l'autre, à qui ils font confiance. Donc là encore un exemple, je vais essayer de le raccourcir, c'est de cette médiation navette entre un père français dont la fille a été enlevée en Turquie par la mère, qui était repartie donc dans son pays d'origine, et le père, pendant 6 ans, avait perdu le lien avec sa fille. Il avait introduit 12 procès en Turquie et en France jusqu'à la Cour européenne de Strasbourg. Et la mère refusait tout contact. Et il saisit la mission, il est en position de faiblesse. J'appelle la mère, donc je prends contact avec la mère. Et au départ, je la vois très réticente, parce que, voilà, elle prétextait, enfin, elle disait que, classique, qu'elle avait peur que si l'enfant envoyait son père, eh bien le père la contre-enlève, hein, ce que je vous disais, peur du contre-enlèvement. Et elle disait aussi
que l'enfant ne voulait plus voir son père, ce qui est aussi classique, aliénation parentale. Donc voilà, je me suis employée à retisser des liens de confiance entre eux par des rendez-vous, des entretiens séparés alternatifs, et j'ai pu explorer leurs craintes à chacun et la crainte de la mère. Donc c'était ça. Et surtout, elle disait que l'enfant n'était... Déjà, si elle avait enlevé l'enfant, c'est que le père n'était pas très capable et qu'il serait encore moins capable 6 ans après. Et en fait, je fais passer à la mère la parole du père, qui est un père qui a l'air très aimant, qui est très cultivé et qui a pour vraiment idée et passion de retrouver cet enfant pour pouvoir l'éduquer, pour pouvoir lui donner la richesse il est très cultivé, d'imaginer que sa fille pourra bénéficier d'une culture française et que pour plus tard, elle aura à faire des études en France. Et la mère est sensible à cet argument. Et elle est sensible aussi à l'argument que je lui donne que comment va-t-elle faire si avec une enfant qui a été coupée définitivement de son père, de relation de son père, comment est-ce que sa fille ne va pas lui reprocher un jour? Et ça, c'est très fréquent, les réactions boomerang des enfants qui ont été montées contre le parent. Est-ce que sa fille ne va pas lui reprocher un jour de l'avoir coupé de son père? Donc tout ça l'incite à s'ouvrir à la médiation et elle accepte de venir me voir, prendre l'avion et venir me voir en France à la mission à Paris. Et là, j'arrive à tisser ce lien de confiance presque de femme à femme et de médiatrice à mère. Et là, elle est convaincue et elle autorise que j'organise des séjours de l'enfant avec son père en Turquie, d'abord en présence de la mère, évidemment, et puis toute seule. Et finalement, elle accepte, et c'est moi qui ai dit que le père devait laisser son passeport, évidemment, à la mère, et elle accepte que pendant 1 semaine, le père voit l'enfant tous les jours. Et là, apparemment, la mère considère que ça se passe bien, et elle accepte, enfin, une rencontre avec le père voilà, une rencontre avec le père, une vraie séance de médiation. Qu'est-ce qui se passe? Quand le père arrive, il ouvre son ordinateur et il montre les enregistrements vidéo qu'il a fait de lui avec sa fille, où il a appris à sa fille à nager, à plonger. Et la mère voit tout ça. Elle est scotchée de voir à quel point ce père s'est vraiment investi auprès de l'enfant, lui a tout donné de son cœur et de sa pratique. Et là, alors, il y a une reprise de la confiance dans ce père, et les parents repartent ensemble après cette première séance de médiation pour aller pour faire les magasins ensemble, pour acheter des affaires pour leur fille. Et donc, ils acceptent, on met à deuxième séance en musique tous les accords de médiation. L'enfant va, dans un premier temps, le père va voir l'enfant sur place, dans un premier temps, et si tout se passe bien, eh ben, il aura le droit de la prendre en France en vacances. Donc, ils acceptent de signer un protocole d'accord qui va les sécuriser parce qu'il prévoit son homologation en Turquie et en France. Et miracle, donc le juge turc valide l'accord des parents sur une autorité parentale conjointe qui n'existait même pas à l'époque en Turquie. Donc, ils s'accordent sur tout, y compris sur faire un divorce par consentement mutuel que le père a bloqué depuis 6 ans. Voilà les résultats parfois complètement spectaculaires de la médiation familiale internationale. Et plusieurs mois après, les parents m'ont envoyé ensemble une carte postale se prenant ensemble en photo avec la fille. Donc ça c'est le premier point de la distance. On va vite. Après, les étapes, la violence psychologique et les rapports de force, qui était le deuxième mot mal, c'est comment on le résout en médiation.
eh ben, il faut des étapes préalables de négociation sur l'entrée en médiation pour substituer un rapport de communication au rapport de force. Et donc, il va falloir aussi rechercher l'intérêt du parent qui est en position de force à l'étranger à négocier. Et là, souvent, dans les pays hors convention, je parle là des pays hors convention, où il n'y a pas de convention de La Haye, le parent qui a enlevé l'enfant n'accepte de le rendre que sous condition que le mandat d'arrêt ait été levé contre lui, ou s'il a été déjà emprisonné, que le juge d'instruction le libère quand l'enfant reviendra. Et pourquoi? Pour que le parent évite l'humiliation s'il est arrêté à son arrivée sur le territoire français, et voilà, et qu'il évite l'humiliation d'une façon générale. Et la médiation se fera impérativement en présence pour pacifier la relation au retour de l'enfant. Je ne sais pas si j'ai le temps de raconter une petite histoire là-dessus. En tout cas, ce que tu viens de dire est extrêmement important, puisqu'on peut effectivement se demander pourquoi celui qui est parti avec l'enfant aurait intérêt à se mettre dans une médiation et de se mettre à discuter, alors qu'a priori, il a pour lui le rapport de force. Ben, il y a le vrai sujet qui est celui des poursuites pénales, et de toute façon de la peur qu'il a. Et parmi les arguments qui peuvent être évoqués, c'est effectivement de négocier et de voir comment, et l'histoire que tu vas raconter est à cet égard passionnante, je trouve, pour illustrer l'avantage qu'il peut y avoir pour un parent qui est parti avec l'enfant, finalement de se dire que son retour, s'il est deviendra possible, et que les sanctions et que les modalités de son retour peuvent aussi rentrer dans une forme de négociation et être viables. Alors je dois dire que dans les 3/4 des cas, il y a eu une solution, l'enfant est revenu en France grâce aux négociations que j'ai organisées avec les avocats, avec le parquet et les juges d'instruction qui se sont montrés extraordinairement sensibles à l'intérêt de l'enfant que je leur exposais. Donc là, effectivement, je peux peut-être raconter rapidement ou pas. Non, pas, d'accord. La régie nous donne des consignes extrêmement strictes, donc l'histoire, ça sera pour la prochaine fois. On va à la construction, là on passe sur la construction d'un droit commun, c'est-à-dire le droit. Et alors là, problème de l'interculturalité, la comédiation binationale. Donc là, c'est nécessaire de faire des comédiations avec un médiateur de l'autre pays. Voilà, c'est parce ça. que, effectivement, la carte et le territoire, c'est quand même des notions qu'on connaît bien en médiation chez nous en France, mais plus que jamais dans le cadre international, il est fondamental d'avoir un autre médiateur qui va être parfaitement au fait de la réalité de l'autre pays, de l'autre culture, de l'autre religion. Voilà, tout à fait. Et donc j'ai pu mettre en place des comédiations binationales, chaque parent avec dans son pays un médiateur qui possède sa langue et qui le rassure, justement. Et dans cette comédiation binationale, l'impartialité du processus est bien mieux garantie lorsqu'il est en présence de 2 médiateurs, chacun de sa nationalité, par rapport à un seul médiateur. Donc, ça peut être soit une comédiation en présence directe, les 2 médiateurs à côté dans un seul pays, ou alors en visio, ce qui est beaucoup moins onéreux et beaucoup plus pratique. En visio, un médiateur dans chaque pays à côté de son national, ce qui ne veut pas dire que les médiateurs sont du côté d'un client, ils sont impartiaux. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est très important de veiller dans ce type de situation à ce que le médiateur français ne soit pas du côté du français et l'américain du côté de l'américain. Il faut, à notre point de vue, absolument que les comédiateurs fassent bloc, qu'ils soient tous les deux neutres et impartiaux, que le médiateur français soit facilitateur de compréhension sur certains points, mais qu'on veille à ce que les regards croisés et les interactions restent de part et d'autre pour qu'il n'y ait pas le médiateur d'un côté et le médiateur de l'autre, parce qu'on passerait vraiment à côté de notre mission. C'est assez difficile d'ailleurs. Ce seraient des défenseurs et pas des médiateurs. Et si je peux me permettre, c'est d'autant plus difficile quand il n'y a pas d'avocat français, parce que il y a tout un pan de précision qui pourrait être donné
ça brûle la langue pour le médiateur de ne pas les dire. S'il les dit, il pourrait sortir de sa neutralité et de son impartialité, d'où l'importance dans certaines situations de veiller à la présence de l'avocat qui pourra justement présenter les aléas ou les indications d'une juridiction française pour ne pas que l'avocat sorte de sa posture et de son cadre en donnant plus d'informations qui, là encore, feront perdre de la neutralité. Voilà. Et il faut signaler que quand un médiateur est de la nationalité d'une seule partie, il doit avoir une vigilance absolue sur son impartialité et même inverser les rapports et donner vraiment, comment dire, pas un avantage, mais une bienveillance, une bienveillance particulière. Une ouverture en tout cas. Une ouverture particulière tout à fait d'accord. Aux parents de l'autre. Alors il ne me reste pas beaucoup de temps puisque je vois, pour expliquer, alors ça c'est très important. C'est le processus, l'enfant et le processus de médiation. C'est dans cette situation où vous avez vu que l'enfant est aliéné, c'est extrêmement important de faire un travail parallèle en médiation avec l'enfant et de l'introduire dans le processus de médiation. C'est quelque chose, d'ailleurs le règlement Bruxelles de Terre confirme avec force le droit de l'enfant d'exprimer son opinion dans les procédures, mais dans la médiation, c'est capital. J'ai expérimenté, à l'occasion de la médiation internationale, cette pratique, je l'ai inaugurée, et du coup, elle a été si porteuse et si positive de l'accord des parents obtenu grâce à l'écoute de l'enfant, que maintenant, dans mes médiations personnelles, c'est vraiment quelque chose et que j'utilise beaucoup et je pratique beaucoup en comédiation avec Isabelle, où nous écoutons les enfants, on voit à quel point l'enfant, ça lui fait un bien extraordinaire d'être écouté. Dans ce cadre bienveillant, il s'autorise à exprimer librement ses craintes, ses attentes, il retrouve une parole propre qui lui permet de se décoller de la vision du parent avec lequel il vit, et alors, il est aidé par le message pédagogique des médiateurs qui lui disent qu'il a le droit d'aimer à la fois son père et sa mère. Et ils le disent aux parents. Et voilà. Et ils demandent aux parents d'autoriser l'enfant à aimer l'autre parent. Et en tant que médiateur, effectivement, Daniel fait passer des messages extrêmement importants. Et le fait que les parents les entendent tous les deux, en plus. Voilà. Et on les entend tous les deux. Ça déclenche dans les pratiquement totalité des cas, Isabelle, un accord des parents, ce qui est d'ailleurs extraordinaire dans ces cas où, et là je crois que j'ai plus le temps de raconter une histoire passionnante, mais ce sera pour une autre fois. Ce sera la deuxième partie. Oui. Oui. 2 minutes? Ah non, 2 minutes pour écouter une histoire aussi extraordinaire, c'est impensable. En tout cas, ce sera la deuxième saison. Dans une histoire franco-égyptienne où vraiment il y avait eu enlèvement contre enlèvement, la mère ne voulait pas laisser repartir l'enfant qui avait déjà été enlevé une fois par le père. Le père demande, il a été enlevé par le père, la mère l'a contre-enlevé, elle a l'enfant en France avec un jugement, et le père, qui est du coup en situation de faiblesse, demande la médiation, et la mère est très réticente parce qu'elle a un jugement français, et voilà. Et le père, j'organise une séance quand même de médiation entre les parents et les avocats en France, les avocats égyptiens, les avocats français des deux parents. Et là, le père accepte que l'enfant reste en France, hein, d'accord, qu'il ait un seul droit de visite. Mais la mère est totalement angoissée et perdue, l'enfant a déjà été détenu par le père pendant 18 mois. Et là, quand on fait la médiation, elle a une crainte absolument épouvantable. Là encore, une idée que je lance, il faut, pour être médiateur familial international, il ne faut pas avoir peur, il faut de sortir du cadre et être créatif et de sortir des sentiers battus. Je demande au père, parce que le père avait retenu l'enfant en Égypte en disant que la mère avait violé le Coran et avait fait manger du porc à l'enfant. Et donc elle était menacée de représailles si elle rentrait en Égypte. Et là, j'ose demander au père, est-ce que
il accepterait de prêter serment sur le Coran, devant le ministère de la Justice égyptien, qu'il respectera son engagement, s'il a un droit de visite en Égypte qu'il demande, de le respecter et de ne pas retenir l'enfant. Le père dit tout de suite oui, les avocats rédigent un projet d'accord, parce que la mère dit oui sur le moment, mais après, elle refuse de signer parce qu'elle est toujours bloquée. Et là, je fais une rencontre de médiation entre les deux parents, pour la première fois à la mission, et la mère exprime sa terreur. Et elle exprime au père sa terreur et elle dit que l'enfant, Fadia, est également très inquiète à l'idée de pouvoir rester en Égypte. C'est alors que je propose que l'enfant puisse venir rencontrer son père et lui dire, et de rencontrer son père seul bien sûr. Donc je prépare Fadia à cet entretien, je lui dis qu'elle devra parler librement, qu'elle devra exprimer librement ce qu'elle ressent. Et il y a la rencontre entre le père et la fille qui est très émouvante. Parce que à travers les regards et les gestes, puisqu'ils ne parlent plus la même langue, le père, il n'y a qu'une seule langue, c'est l'anglais entre le père et moi, mais le père ne parle plus français et l'enfant ne parle plus arabe. Elle avait été retenue 2 ans en Égypte. Donc là, je traduis, mais il y a des regards et des gestes, c'est tout le non-verbal, d'une énorme affection entre le père et la fille, et Fadia exprime ses craintes à son père. Elle dit timidement « j'ai peur que ça recommence ». Et là, le père prend la main de sa fille, et les yeux dans les yeux, il lui dit en anglais, traduit par moi, et après il le redira en français, aidé par moi, je te promets, je te garantis que plus jamais ça n'arrivera. Et je m'engage envers toi que tu viendras en Égypte quand tu voudras, et que tu pourras repartir quand tu voudras. Et là, l'enfant qui aime beaucoup ce père, qu'elle a continué à voir dans les visites sous surveillance en France, médiatisées, elle est rassurée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit d'accord. Et elle saute dans les bras du père. Et à ce moment-là, je fais rentrer la mère dans la pièce pour la médiation entre les parents et l'enfant sort. Et non, elle voit, la mère voit la fille dans les bras de son père. Et là, elle est complètement rassurée. Toutes ces méfiances et ces barricades tombent et accord entre les parents sur l'enfant qui ira en Égypte voir son père. Donc voilà, et ce qui est formidable, c'est qu'il y a un accord après une médiation où l'enfant va être élevé dans la double culture, elle va apprendre l'arabe en France, elle va être autorisée par la mère à faire les prières du Coran avec son père, et Assad, lui le père, il accepte de respecter l'éducation de la mère et de ne plus invoquer de motifs religieux pour ne pas respecter l'accord. 15 jours après, signature solennelle de l'accord en présence des avocats et des parents, et j'ai tenu à ce que les parents disent ensemble ensuite à l'enfant ce qu'ils avaient décidé pour elle. L'enfant est émue et heureuse. Quelques mois plus tard, je reçois du ministère de la Justice égyptien l'accord validé par le juge égyptien avec la mention de prestation de serment sur le Coran. Je pourrais même vous la montrer parce que je l'ai imprimée. Donc, voilà, l'accord a été homologué en France et quelques mois après, une lettre de remerciement de la mère, que là aussi j'ai gardée précieusement, qui me dit que tout va bien pour Fadia. Elle a retrouvé ses petites copines égyptiennes, ses grands-parents, et qu'elle est très heureuse de passer les vacances avec son père. Voilà. Daniel, merci pour ces très fortes histoires que tu as vécues, que tu nous partages. C'est autant d'encouragement, je pense, pour nous. Petits médiateurs, petits avocats, en tout cas avec beaucoup à apprendre, pas du tout, beaucoup de respect. Vous êtes des grands médiateurs tous les deux. En tout cas, beaucoup de chance d'entendre ce soir ces histoires qui sont du vécu, à un moment où c'était pionnier d'aller là-dessus avec énormément de témérité, et je nous souhaite de vivre aussi des grands moments comme ça, parce que c'est le cœur de notre métier, le cœur de notre passion. En attendant, je ne sais pas, Catherine, combien de temps on a? Alors, il n'y a plus de temps, en fait, à vrai dire. On arrive à 30, et en plus, comme manifestement, c'est quand même les championnats du monde de football. Et bien, merci à ceux qui sont restés là. Alors, sans doute, je vous frustre.
Donc j'ai une bonne nouvelle. Ah, La bonne nouvelle, c'est que on envisage de proposer une journée de formation à la médiation familiale internationale, voire plus. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à l'indiquer sur le site du CEMA, parce que je crois, et moi la première, qu'on aimerait avoir toutes les histoires et toutes les méthodologies. Il y en a encore plein d'autres Il intéressantes. y en a plein d'autres. Et ça permettrait de voir très concrètement la méthodologie que tu as proposée, qui est très innovante, notamment les médiations navettes, en tout cas pour l'époque. Après, on peut la pratiquer, certains. Les entretiens individuels nécessairement. La présence des avocats systématiquement. Donc ça vient certainement heurter la pratique de certains médiateurs familiaux. Donc à voir pour une formation qui vous permettra d'intégrer et de revoir ce trio gagnant. En tout cas, c'est notre trio gagnant de la soirée. Et donc merci à vous trois. Et Merci, on se retrouvera l'année À vous prochaine, tous. le 14 janvier 2023, avec Jacques Salzer, qui fêtera ses 40 ans de médiation, ce qui lui permettra de revenir sur non seulement sa pratique, mais aussi son observation de la diversité de la médiation et de son évolution. Donc merci à vous. Il y a certaines questions qu'on n'a pas pu voir. On verra comment les traiter autrement. Il y aura un podcast aussi. Si vous souhaitez les mots-clés AUX et OTS, eh bien je pense qu'on pourra les proposer, si Daniel en est d'accord, sur le site. Mais ça n'enlèvera rien. Si Isabelle, tu veux le remontrer, parce que moi j'avais lu avec beaucoup de passion l'ouvrage de Ah oui, Daniel, évidemment. que je vous recommande, parce que l'idéal quand même, c'est de ce lire. livre est exceptionnel, Voilà, extrêmement bien écrit, bien sûr. structuré et Je- passionnant à lire. Il faut que je sois modeste, ça a été le premier livre sur la médiation internationale, mais il y en a eu plein d'autres depuis, qui seront certainement peut-être plus nouveaux. Voilà. Alors, Celui-là en plus me paraît épuisé, mais je sais qu'on peut l'avoir quand même. alors, en toute impartialité, je dirais que c'est le meilleur. Donc, merci à vous trois, merci à toutes les personnes qui étaient présentes et on vous retrouvera l'année prochaine. Donc, Et très merci- bonne fête d'ici là. Merci à vous Merci pour vos à vous commentaires tous. qui nous Merci, touchent beaucoup. merci pour vos questions. Et à très N'hésitez pas à bientôt. nous les envoyer par mail si vous restez sur votre frustration. Mais merci Merci. beaucoup à vous. Merci à vous.